Maintenant, Marie-Angoune Rombaldi, qui est la déléguée générale de la Fédération Addiction sur les actions de gestion des contingences. Merci Sacha. Donc bonjour à toutes et tous. Ah oui, là c'est mieux. Donc bonjour, donc moi je suis Marie-Angoune Rombaldi. Tu y étais presque, Corinne, sur la prononciation, mais je remarque l'effort. Et donc je vais vous parler des actions de gestion des contingences. Un petit propos préliminaire. Donc je ne vais pas vous faire une intervention médicale parce que je ne suis pas médecin. Je ne vais pas non plus vous parler de clinique parce que je ne suis pas clinicienne. Je pourrais vous parler de consommation parce que je suis Jean-Sébastien Falufil, mais ce n'est pas le lieu. En fait, je vais vous donner un point de vue social et politique sur les actions de gestion des contingences. Alors, de quoi parle-t-on ? Donc, la gestion des contingences, qu'on appelle aussi le management des contingences ou l'incitation motivationnelle. Donc là, on comprend peut-être un peu plus de quoi il s'agit. C'est tout simplement une incitation financière pour inciter une personne à modifier son comportement. Donc concrètement, on donne de l'argent ou de la nourriture, un ticket repas à une personne pour qu'elle se comporte différemment en fonction d'un sujet choisi. Ça peut être aller se faire vacciner, se faire dépister, réduire les risques sur une consommation ou arrêter une consommation dans une logique d'abstinence. Dans le domaine des addictions plus précisément, il s'agit de contrebalancer le plaisir qui est procuré par les drogues, donc cette fameuse récompense, par une autre récompense. Par exemple, je suis consommatrice, je veux arrêter mes consommations, on va récompenser financièrement mes périodes d'abstinence. En revanche, ces compensations seront arrêtées en cas de reprise des consommations. Alors, est-ce que cette méthode de gestion des contingences fonctionne ? La réponse est simple, la réponse est oui, elle fonctionne en addictologie et ailleurs. Je vais prendre un premier exemple qui est dans l'ailleurs et qui est assez connu. Esther Duflo, donc l'économiste, a beaucoup travaillé sur ces questions-là et elle a mené de nombreuses expériences qu'elle a testées sur le terrain, puis validées. Je vais vous en citer une seule, mais il y en a plein d'autres et on trouve beaucoup de documents sur Internet là-dessus où elle explique de manière très claire. Je vous conseille sa conférence inaugurale au Collège de France. Et donc, dans le cadre de ses actions de lutte contre la pauvreté, elle a mené une expérience sur la vaccination des enfants au Rajasthan. Donc, elle a pris 3 groupes de villages qui ont été choisis de manière aléatoire. Donc, un groupe de villages où c'était le statu quo, donc on ne faisait rien. Un groupe de villages où on améliorait les infrastructures de vaccination. Et un groupe de villages où on améliorait les infrastructures de vaccination et en plus, on incitait financièrement les parents à amener leurs enfants se faire vacciner. Les résultats qui ont été publiés montrent que le taux de vaccination est plus élevé dans le dernier groupe, donc celui où bien sûr on améliore les infrastructures, mais aussi où on rémunère, donc là en l'occurrence c'était une rémunération en nature avec de la nourriture, les personnes concernées. Donc, la gestion des contingences est une méthode qui fonctionne. On a cet exemple, je vous l'ai dit, mais on en a énormément. Dans le domaine des addictions, on a également plusieurs expériences qui ont été faites, plusieurs études qui ont été effectuées et validées. Depuis les années 60, on sait que ça marche sur les troubles d'usage d'alcool. Et depuis les années 90, on le sait également avec l'exemple de la cocaïne. Dans ce colloque, là j'ai un petit trou, je ne sais plus si ça sera cet après-midi ou demain, mais on aura tous la chance d'entendre nos collègues Hélène Donadieu et Touman Arsef qui vont nous parler, eux, d'une expérience qui a été menée à l'origine à Montpellier et qui est maintenant menée dans plusieurs villes de France, qui s'appelle le projet Icône et qui là aussi a consisté à rémunérer des usagers de drogue dans le cadre d'une opération de dépistage de l'hépatite. Donc je vais pas vous raconter cette expérience parce qu'ils vont le faire beaucoup mieux que moi. Je ne veux pas vous dévoiler non plus la fin de l'histoire, mais sachez que le résultat est positif et comme on s'en doute, ça marche.
On a aussi l'exemple de Tapage, donc depuis 20 ans au Québec, depuis 10 ans en France, et que ses fondateurs en France, Jean-Hugues Morales et Jean-Michel Delisle, notre ancien président de la Fédération Addiction, dans un article de 2018, ont appelé un exemple de management des contingences à la française. Donc Tapage, on est plusieurs à connaître, c'est un dispositif de réduction des risques à destination de jeunes qui consomment des substances et qui sont en errance. Et donc, on les rémunère en cash à la journée en échange d'un travail fourni. Donc, c'est un modèle original, un peu différent d'autres modèles de gestion des contingences, parce que là, on rémunère un travail. Donc, ça paraît peut-être un peu moins subversif que rémunérer des personnes pour qu'elles se soignent. Mais on a la même logique, qui est une logique, en fait, qui inverse les pratiques qu'on connaît en vue d'obtenir des réels résultats. Et de réels résultats pour les personnes concernées en première intention. Donc c'est pour Tapage, il ne s'agit plus de conditionner l'accès à l'emploi à l'arrêt des consommations, mais au contraire, de permettre à des jeunes qui consomment, qui continuent à consommer, d'accéder à un emploi, et ce, de manière inconditionnelle. Donc on a vu que les actions de gestion des contingences fonctionnent. Donc quel est leur objectif? Donc il y en a plusieurs. En addictologie, ce n'est pas forcément l'abstinence, même si la gestion des contingences peut contribuer à tout un travail d'abstinence pour les gens qui le souhaitent et qui en ont besoin. La gestion des contingences, elle s'inscrit aussi dans la réduction des risques, comme le montre donc l'exemple de Tapage ou l'exemple d'Icône dont Hélène et Touman vous parleront. On peut dire aussi que l'objectif des actions de gestion des contingences, c'est de manière à la fois peut-être simple, intuitive et globale, le rétablissement. Le rétablissement, entendu au sens, je ne sais pas si on doit dire initial, ou en tout cas de la santé mentale, que Bill Anthony a défini comme un processus profondément personnel et singulier de transformation de ses attitudes, de ses valeurs, de ses sentiments, de ses buts et de ses rôles. En fait, c'est aller mieux, améliorer sa qualité de vie et faire en sorte que les fameuses limitations, dont a parlé également Patricia Digan sur ce sujet, qu'on a des limitations peut-être, mais ces limitations, on les connaît, on sait qu'elles nous empêchent de faire certaines choses, mais je la cite, plutôt que de laisser ces limitations être une occasion de désespoir, une raison de laisser tomber, j'ai appris qu'en sachant ce que je ne peux pas faire, je m'ouvre aussi aux possibilités liées à toutes les choses que je peux faire. Enfin, un autre objectif de la méthode des actions de gestion des contingences, et c'est aussi la condition même de cette méthode, c'est sa méthode et c'est sa finalité. C'est-à-dire que pour que des actions de gestion des contingences fonctionnent, il faut cette condition-là, il faut le mettre en place durant la durée de l'expérience et ça doit être un de nos objectifs, c'est la participation des personnes concernées. Et une participation qui se fait, Alain Morel l'a dit tout à l'heure, et je sais que c'est quelque chose qui est très cher à Opélia, c'est une réelle coopération, c'est-à-dire d'égal à égal entre la personne concernée et l'intervenant. Donc, on a vu qu'on a des objectifs louables, on sait que ça marche, alors pourquoi on ne le fait pas? Ou on le fait peu, ou on ne le fait pas assez. Dans l'article que j'ai cité tout à l'heure, sur Tapage, publié en 2018, donc je vais citer l'ensemble des auteurs, donc Jean-Michel Delisle, Jean-Hugues Morales, Karine Bertrand, notre chère collègue du Québec, Géraldine Tapia et François Védélago, rappellent que malgré une efficacité prouvée, le management des contingences est peu utilisé en France, mais également aux États-Unis, où on a l'impression, nous, que c'est peut-être plus dans leur culture. C'est vrai, mais c'est quand même pas non plus tous les jours qu'on en fait. Donc je vais les citer également dans leur explication de cette utilisation relative. Donc beaucoup d'intervenants se disaient très réservés quant au principe même de récompenser un comportement, donc là en l'occurrence c'est l'abstinence, que les usagers devaient considérer comme un devoir. Mais de manière plus fondamentale, le refus du management des contingences repose bien sur un choc culturel dépassant nos seuls milieux professionnels. La tendance générale serait plutôt à le punir, l'usager, le sanctionner, s'il persévérait dans un comportement négatif. Et là, en fait, on est au cœur de tout ce qu'on dit tout le temps. On en revient aux bases de la considération de la question des addictions et plus généralement de la consommation des drogues.
une approche moralisatrice qui considère que la consommation, c'est une faute morale. On est dans une approche répressive. Le consommateur, il est coupable. Il est coupable de se faire du mal et il est coupable de faire du mal à la société. Dans ce contexte, eh bien, la seule alternative à la punition, c'est le soin. C'est notre fameuse loi de 70 en France, dont on a parlé également tout à l'heure. S'ils peuvent se soigner, ces personnes qui sont dans cette faute morale et qui sont coupables, ben déjà, c'est une chance quand même qu'on leur donne. Le soin, qui en plus est anonyme et gratuit, on ne va pas en plus les payer pour ça. Le soin, donc, qui est un droit pour la population, est en fait un devoir pour les personnes droguées. Et si on ne les soigne pas, eh bien, on doit les punir. Selon cette perspective qu'on connaît bien, on peut avancer que la gestion des contingences, ce n'est pas qu'un outil de soin qui fonctionne, une méthode, une théorie, une pratique, c'est aussi un profond révélateur du traitement différencié des consommateurs de drogue dans nos sociétés. Ils ont moins de droits, ils ont plus de devoirs, ils sont des sous-citoyens et ils sont entachés de cette faute morale dont ils n'arrivent pas à se débarrasser et qui les distingue fondamentalement du reste de la société. Alors, est-ce qu'il faudrait faire plus d'actions de gestion des contingences et pourquoi et comment? Donc là aussi, la réponse est oui, selon nous en tout cas. Il faudrait le faire plus, d'abord parce que ça marche. Et là, on refait encore le lien avec la réduction des risques. On le dit depuis des années. La première force de la réduction des risques, c'est que ça marche, ça fonctionne. On le voit toutes et tous. Mais le fait que ça marche, est-ce que ça ne serait pas aussi une faiblesse, entre guillemets, ou du moins un argument qui ne fonctionne pas toujours, au sens où dans l'approche moralisatrice et répressive des drogues dont on vient de parler, le fait que ça marche pour les consommateurs de drogue, mais ça marche selon notre définition à nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas une baguette magique qui supprimerait toutes les drogues, mais ce n'est peut-être pas toujours ce qui est attendu. Et ce qui est attendu, peut-être, le plus souvent, c'est de marcher droit, de rentrer dans les rangs, et ça, ce n'est pas un objectif de la réduction des risques. Pourquoi donc s'engager dans des actions de gestion des contingences? Eh bien aussi pour changer le regard sur les consommateurs de drogue et peut-être ensuite nous permettre de changer les politiques de santé et les lois. En effet, toutes les expériences, toutes les études qu'on fait de gestion des contingences sont bien sûr, on l'a dit, utiles aux personnes concernées par l'expérience, donc déjà c'est super en soi, mais elles sont aussi utiles à toutes les personnes consommatrices de drogue et c'est quand même beaucoup de monde dans la société. Et elles sont utiles au sens où elles prouvent que les images d'Épinal sur les usagers de drogue sont erronées. Elles permettent de lutter contre les idées reçues qui font des personnes usagères de drogue des personnes incapables de se prendre en charge et de prendre en charge leur propre santé. La réduction des risques l'a prouvé, a prouvé le contraire dans les années SIDA, et les expériences de gestion des contingences le prouvent également. Comment le faire? Je ne vais pas être très longue parce que ce n'est pas très compliqué, c'est en fait comme toutes les actions que vous faites au quotidien, avec bienveillance, avec non-jugement, dans le respect des besoins, des souhaits, des décisions de la personne, en informant et en se fondant bien évidemment sur le volontariat, parce que si on force quelqu'un, c'est le petit chat de Jean-Sébastien, ça ne fonctionnera pas. Donc, en conclusion, la gestion des contingences permet d'améliorer la vie des personnes usagères de drogue dans une logique de rétablissement intégrant la réduction des risques. Et si on sort de la dictologie, avec le premier exemple d'Esther Duflo, d'améliorer les conditions de vie de populations plus vastes. La principale condition de mise en place généralisée de ces actions est de mettre en place, pas trop de suspense, une autre politique des drogues, qui permet un autre regard sur les usages et les usagers. Mais cette autre politique des drogues, cette déconstruction nécessaire des représentations, loin des stigmatisations habituelles, est aussi une finalité de la gestion des compétences. Donc en fait, on a la condition et la conséquence. Et on en revient encore et toujours à cette nécessité de se réunir tous ensemble, de fédérer nos forces pour qu'enfin on ait une autre politique des drogues respectueuse des droits humains, qui soutient, qui ne punit pas, qui permet à chacun et chacune de trouver sa place dans la société. On peut considérer que grâce à la méthode de gestion des contingences, la boucle pourrait être bouclée, qu'on pourrait sortir tous ensemble de nos idées reçues, des approches moralisatrices et de s'engager davantage dans ces actions-là et
de manière générale dans tout le reste. Donc, à la Fédération Addiction, nous sommes bien entendu à votre disposition pour toutes celles et ceux qui ont envie de travailler sur ces questions. Et on continuera à soutenir aussi, comme on le fait. Je sais qu'il y avait une question ce matin sur le plaidoyer et les actions qu'on mène au quotidien pour changer cette image, casser les clichés et donner une autre représentation plus humaine et plus respectueuse des consommateurs de drogue, qu'ils aient ou non une addiction. Merci Marie. Merci. Alors là, les questions vont être sans aucun doute nombreuses. Les réactions. Oui, merci Marie pour la présentation. C'est un sujet qui est très particulier parce que voilà, on l'aborde sous l'angle faut-il rétribuer sous forme financière des usagers. Tu l'as très bien expliqué, ça heurte un petit peu les modèles actuels. Je pense que ce qu'il y a d'intéressant de rappeler dans cette approche, que je me permets de souligner, c'est l'impact social et économique que ça peut avoir. C'est-à-dire que si on part du principe qu'on rémunère individuellement des individus pour changer leur comportement, certes, on est en droit de se poser la question légitimement, est-ce que c'est utile, est-ce qu'on doit faire ça ou pas? Il y a débat, forcément. Par contre, ce qu'on dit moins, c'est l'impact social et économique que ça a. Ces gens qui ont accès aux soins, moyennant une somme souvent modique ou une forme de compensation qui peut être de la nourriture, un ticket, tu l'as très bien dit, au final, c'est moins de services hospitaliers qui sont embolisés, c'est moins de services sociaux et de services de la justice qui sont mobilisés, et l'impact social et économique est considérable. Et ça, c'est un aspect dont on parle assez rarement. On pourrait avoir le même débat sur la dépénalisation, la légalisation des drogues, dont on sait que économiquement, ça aurait des impacts largement plus positifs que la lutte contre la drogue qui est menée à l'heure actuelle. Oui, et c'est ce qu'on a bien vu dans le film hier et ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, c'est que voilà, tu as une solution qui est sociale et un cercle vertueux en fait, qui se met en place, et comme une pieuvre quoi, qui touche un nombre infini de secteurs. Oui, moi je voudrais te remercier de cette intervention et rebondir sur ce que disait Eric peut-être en voyant si on partage deux, trois petites choses, parce que c'est sûr que l'idée de rémunération, elle peut choquer. Or, tu as dit plusieurs fois, on ne fait pas que rémunérer, on récompense. Et ça renvoie à une partie du débat qu'on a eu sur des mécanismes neurologiques de l'addiction, sur le circuit de la récompense et sur la nécessité. Alors là, autant il faut se méfier de surmédicaliser la question des addictions, autant on ne peut pas avoir dit tout ce qu'on a dit sur la fonction naturelle de l'usage, hein, et ne pas tenir compte de cette fonction récompense. La deuxième chose, et vous l'avez abordé avec le collègue père aidant, c'est qu'une partie des parcours, hein, une partie ont à voir aussi avec des dimensions traumatiques, des dimensions de souffrance, et que parfois on passe du travail sur les contingences aujourd'hui, peut-être parce que c'est plus facile de le présenter comme ça, à un travail sur l'environnement favorable. L'environnement enrichi. On sait par exemple que là aussi, un environnement favorable, un environnement enrichi, est plus propice à une modification d'un comportement que laisser quelqu'un dans la souffrance. Et que parfois, avant de vouloir modifier son comportement, c'est intéressant de le mettre en situation de pouvoir le modifier et de ressentir le bénéfice qu'il aurait à le modifier. Je crois que toute une partie du débat que l'on a, on gagnerait à arrêter de se prendre la tête, faut-il punir ou pas. Moi j'aime bien dire, heureusement qu'il y a des choses qu'il faut punir, heureusement qu'il y a des choses qu'il faut sanctionner, heureusement qu'il y a des interdits qu'il faut poser côté addiction, qu'on limite la publicité, qu'on interdise un certain nombre d'opérations de vente, qu'on contre le lobby de l'alcool, qu'on contre le lobby du tabac. Si on a besoin de satisfaire la pulsion interdictrice, il y a un certain nombre d'endroits où je ne serais pas gêné qu'on rappelle des interdits. Qu'en tant que parents ou éducateurs, on interdise à nos enfants d'aller faire une expérience trop tôt, mais c'est en tant que parent qu'il faut le faire. C'est un interdit éducatif, c'est un interdit parental. À l'inverse, ne faire qu'interdire et pas réfléchir à qu'est-ce qui permettra de faire autrement, c'est pervers.
c'est malsain. C'est-à-dire, fermer une porte et ne pas voir quelle porte on va ouvrir pour donner une alternative. Et moi, j'aime bien proposer que ce travail sur les contingences, ce travail sur l'environnement enrichi, ce n'est pas un travail contre les interdits éducatifs dont on a besoin, c'est un travail pour les politiques d'intervention précoce et pour les politiques éducatives qui ouvrent cette alternative. On reprend ta métaphore du petit chat, c'est pas mettre la main pour l'arracher, c'est mettre la main dessous pour le soutenir et l'aider à descendre sans qu'il s'agrippe et sans qu'il tombe. Et ça, c'est l'enjeu. Moi, je rêverais d'un plaidoyer où on puisse arriver à sortir de ces effets de symétrie, où du coup on est poussé à des propos qui nous coupent d'un certain nombre de personnes. Parce que moi, en tant que parent, en tant que papa, j'ai donné un certain nombre d'interdits. Voilà. Et parfois j'ai gueulé pour qu'ils soient respectés, mes interdits. Lui, il va accompagner son fils, regarder des trucs de moto, et à l'intérieur, il dit, mais ils sont cons ces gamins à faire des trucs en moto. On est pris par nos contradictions, hein, Jean-Sébastien, et c'est important d'en témoigner. Mais fermer la porte sans réfléchir à l'alternative que je donne, je m'excuse de reterminer là-dessus, mais c'est pervers, c'est malsain, c'est malhonnête, et c'est inefficace. Et c'est inefficace. C'est ça que montre pour moi le raisonnement de la politique des contingents. Merci. Alors c'est la dernière. Bonjour. Bonjour, moi c'est Sikina. En fait, j'ai une question par rapport à votre méthodologie. Est-ce que c'est quelque chose qui porte des fruits à long terme ou ça se passe comment? Son efficacité, c'est comment? Comment vous le mesurez? Alors, l'efficacité, elle est prouvée pendant tout le temps de l'expérience. Et en général, après ça dépend ce qu'on recherche, mais si c'est sur l'abstinence, elle fonctionne encore un petit peu après l'expérience et plus que d'autres méthodes, mais surtout elle ne peut pas se suffire à elle-même, et donc elle doit être accompagnée de tout un système en fait d'intervention qui est adapté à la personne. Ça peut être voir un psychologue. Voilà, c'est un déclencheur de soins en fait, et c'est ce qu'on verra avec Icône. Et c'est aussi le principe de tapage, c'est-à-dire que tapage, le jeune il va faire une activité, il est payé en cash, mais après on lui propose aussi plein d'autres choses en termes de soins en fonction de son parcours, de ses besoins. Donc c'est ça, c'est le déclencheur, c'est le point d'entrée, c'est un point d'entrée dans le soin en fait. La vraie dernière. Donc juste une question. Donc j'aimerais savoir le coût d'action comme ça. L'année dernière, j'ai été chargée de mission médiatrice en santé père sur un dispositif régie, donc revenu émancipation jeune initiative, mis en place par la CTM en Martinique. Donc on proposait aux jeunes NITS, donc des 16-25 ans qui sont souvent en situation de dépendance et d'addiction et qui vivent aussi chez les parents. Donc on leur proposait de les prendre toute la semaine, donc de leur proposer aussi des actions de socialisation en les emmenant au cinéma, au restaurant, pratiquer des activités sportives. Et on a pu mettre, et aussi accompagné de CIP, donc de conseillers en insertion professionnelle et aussi de psychologues. On a pu mettre en place cette action donc sur 9 mois, on va dire, pour un coût de 15 millions d'euros. Et bien sûr, on a été décrié, critiqué par bon nombre de professionnels, nous disant oui, c'est vrai, c'est pas comme tapage où on donnait 20 euros ou 30 euros à la fin de la journée. On donnait entre 200 euros, voire 1000 euros selon la situation à la fin du mois. Et ça permettait à ces jeunes d'aider aussi les proches, les mamans, les papas à payer le loyer, à subvenir aux besoins. Et on leur a donné à chacun aussi un ordinateur d'une valeur de 1000 euros. Et on a pu aider comme ça à peu près 1000 jeunes sur 16 000. Voilà. En fait, c'est ce que disait Eric. Enfin, là, je ne peux pas vous dire le coût de chaque expérience parce que je ne les connais pas et que chacun est différent. Mais en fait, les détracteurs de ces méthodes-là, en effet, reprochent un coût élevé.
mais c'est prendre un tout petit bout du problème et en fait pas réfléchir à tout ce qui est économisé, tous les coûts évités et tous les impacts positifs à la suite en fait. Donc si on calcule, il y a eu cette étude qui avait été faite, je change de sujet, sur le programme Un chez soi d'abord, où en effet on met les gens dans un logement, on leur paye le logement, c'est totalement inconditionnel, mais en fait au total, une place dans le programme Un chez soi d'abord, c'est 16 000 € la place et ça coûte beaucoup moins cher qu'une place en centre d'hébergement. Et voilà, donc en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut faire croire que notre budget annuel, il est maîtrisé et en fait, le déficit, il s'accroît d'année en année et il n'y a aucune solution pour les gens? Ou est-ce qu'on veut investir vraiment, où il y a un coût d'entrée élevé, mais des retombées aussi en termes économiques à l'avenir? Ok, merci beaucoup. Merci, on est obligé de couper pour pouvoir accueillir les suivants. Merci Marie. Alors, on accueille maintenant la table ronde de la POPAM sur la médiation familiale et le rôle de l'entourage. Tu viens d'où comme ça? En plus, t'as bu. Non, Comment ça, non? je n'ai pas bu. J'ai été avec les copines. Oui, justement. Tu vois ta démarche? Non, Franchement, je suis là, je m'occupe de la maison. regarde, je marche très très bien et toute droite. Tu ne fais pas les courses. Ton argent, tu les dépenses dans l'alcool. Et là, je reste là. Tu me considères comme si j'étais un moins que rien.
Mais c'est ce que tu En plus, tu es. rigoles. Ah bon? Écoute, T'as vu ton état? je n'ai pas bu. Attends. J'ai Oui, vu bien sûr. un petit verre comme ça. Un tout petit. Un petit verre d'1 litre. Mais non, tu exagères toujours. Non, non, c'est toi qui exagères. Non. J'en ai marre de cette situation. J'en ai marre, franchement. Laisse-moi me reposer. C'est moi qui travaille. Et alors? C'est moi qui amène l'argent. C'est moi qui ai le permis. Même ça, c'est moi qui l'ai acheté. Et tu me saoules. Ah non, je suis déjà saoule. Déjà saoul. On en reparlera demain parce que franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. La phrase de trop que je n'aime pas entendre. Il en a marre. Tu es moche. Tu cuisines mal. Merci. C'est Ma ça que maison je- est sale. Mes enfants, ils sont où? Si tu n'achètes pas les produits, je vais commencer. Je parle. Tu obéis. Non, Si, non. si, Pourquoi je dois absolument me taire? ça va recommencer. Je ne vais pas apprécier. Et là, eh ben, ça va partir. Quoi, tu vas me taper? Arrête, 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 arrête. On va sortir un instant. On va sortir un instant. Oui. Je pense il serait temps que tu sortes un instant. Je sors. D'accord. Je sors un instant. T'arrêtes, oui? Je sors. Un instant. On sort un instant. Où la sortie? Par là. On y va. Non. On y va. On va prendre l'air. On y va. On y va. C'est abusé, franchement. Tu m'avais pas dit que tu avais des soucis. C'est très difficile d'en parler. C'est très difficile. C'est très compliqué. Mais je pense qu'il serait temps que tu demandes de l'aide. Est-ce que tu connais Popa? Tu connais Akfav? Non, pas trop. Je ne sais pas. Je suis complètement perdu là. Alors pour ton problème de couple, je pense qu'il serait temps que tu ailles voir l'ACFAV. Il s'occupe de tout ce qui est médiation familiale. Et pour le problème pour ta femme, son problème d'alcool, je pense que la POPAM est la bonne structure et ils pourront t'aider, elle et ta femme. Ta femme et toi. T'es sûr qu'il ne va pas se moquer de moi? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Ok, d'accord. Mais je vais essayer. Je vais essayer. Tu vois, quand je te disais de me prendre, Oui, mais voilà. Je regrette. la bonne voisine. Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. En fait, moi c'est Kassim Ahmada, je suis animateur de prévention à la POPAM. Et aujourd'hui, on va vous parler de tout ce qui est médiation familiale et le rôle de l'entourage. On a choisi cette scène pour justement dénoncer des cas très isolés, à savoir la consommation de la femme et la violence faite aux hommes. Donc, de mon côté, je vais plutôt parler de la consommation et de l'accompagnement de l'entourage. En fait, à la POPAM, on reçoit beaucoup d'appels. On reçoit beaucoup d'appels de l'entourage justement pour dire qu'ils ne savent pas plus trop comment faire avec un proche qui est dans une consommation, comment je peux dire ça? Extrême, oui. Donc après, on lui dit que voilà, est-ce que la personne est au courant que toi tu appelles pour lui. Donc lorsqu'on a des cas où on nous dit ben non, elle ne voudra pas venir et tout, et là on propose à l'entourage, à la personne qui a appelé, de venir à la POPAM pour être accompagné et de l'expliquer ce que nous faisons. Donc, on lui propose un entretien et là, on l'explique que, voilà, ici, à la POPAM, en fait,
il y a une libre adhésion. C'est-à-dire que c'est à la personne d'appeler, la personne concernée d'appeler pour qu'on puisse l'accompagner. Parce que si elle ne veut pas, ben, on ne peut pas faire un accompagnement. La seule chose qu'on peut faire, c'est accompagner justement, vous accompagner, vous, en tant qu'entourage. Et après, je ne vais pas être long parce que voilà, on n'a pas trop de temps. Après, s'il y a violence, justement, c'est là où on oriente vers nos partenaires, notamment l'ACFAV ou bien l'UDAF, dont je vais passer la parole. Merci. Bonjour à tous. C'est bon, j'ai dessoulé, ne vous inquiétez pas. Donc, je suis Madame Abdou, je suis médiatrice familiale. Donc, effectivement, la question de la violence disons, sur les hommes, contre les hommes, est très, très mal évoquée sur Mayotte. Même pas, je ne dis pas que ce n'est pas évoqué, c'est même très mal vu. Il m'était déjà arrivé de recevoir à 2-3 reprises des hommes qui sont disons, victimes de violences conjugales et qui m'ont dit, lorsque nous appelons la gendarmerie, la police, on nous dit « gérez votre femme ». Et à partir de là, à un moment donné, il y a un passage à l'acte. Le message qu'on aimerait faire passer ici, c'est que n'attendez pas que la personne passe à l'acte, à savoir que la violence ait lieu avant de pouvoir faire appel aux autorités, aux professionnels. Nous savons tous que la loi interdit la médiation familiale lorsqu'il y a violence. Moi, j'ai déjà eu une médiation où j'ai été amenée à faire la médiation de navette pour éviter que les personnes se rencontrent, puisqu'il y avait effectivement la violence. Notamment ici, nous avons la question disons, de l'addiction qui est au sujet aujourd'hui. C'est une question que nous pouvons ensemble parler en médiation. Par exemple, la personne qui estime que son compagnon ou bien sa compagne disons, est addict, peu importe disons, le produit, peut faire appel à nous pour qu'il puisse poser des paroles sur sa souffrance, son inquiétude. Puisqu'il y a derrière, disons, la dictologie, il n'y a pas que la personne qui boit, qui est en souffrance, mais aussi son entourage l'est. On a en premier lieu la compagne ou le compagnon. Nous avons aussi les enfants. Et ce sont des moments qu'on peut partager en médiation, à savoir poser cette question de la manière dont on se comporte ou la question du produit consommé fait souffrance au sein de la famille. Ça peut se parler en médiation. Je ne dis pas que nous avons une baguette magique ou parce qu'on a parlé, ça va se résoudre, mais ça peut amener à la personne d'aller au-delà. D'aller au-delà, disons, de sa réflexion sur c'est-à-dire sa consommation. Sur la question de la violence qui était, disons, exposée à médiation, nous avons, disons, dans la médiation a fait en sorte que le monsieur s'est remis en cause et a été de lui-même, disons, chercher le CMP de l'hôpital de Mamoudzou et s'est fait suivre. Et au bout de 6-7 mois, il est venu me rencontrer et a souhaité voir son ex-compagne pour lui parler de la démarche qu'il avait faite au sein du CMP. Parce que pour lui, il estimait qu'il n'avait jamais compris son acte. C'était en médiation, ça s'en est rendu compte. Pour moi, une personne qui va, disons, dans cette démarche, déjà un pas. Et par rapport, disons, à la médiation, nous, en tant que professionnels, on offre un espace d'écoute, on offre un espace neutre et on est impartial, on n'est pas là pour juger les personnes. Comme l'a si bien dit monsieur Fallu, c'est ça, qu'on n'est pas là pour forcer les personnes, on est là pour les accompagner. On n'est pas là pour faire à la place des personnes. Donc le volontariat est très important au sein de la médiation familiale. Comprendre effectivement comment travaille la POPA, mais comment vous travaillez vous en médiation familiale. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Non? Oui. Merci.
Bon, on abordera sûrement ces questionnements-là demain lors de la table ronde sur les violences conjugales. C'est vrai que le phénomène des violences en direction des hommes est peu abordé, y compris en métropole. Même si on accueille aussi ce public-là, après, il n'est pas majoritaire. C'est vrai que c'est une majorité de femmes quand même qui sont concernées par rapport aux violences conjugales. Et la question de l'alcoolisme, comme la question de la prise de drogue, dans ce contexte-là, elle peut tenir lieu aussi en lien et en parallèle avec la répétition traumatique et les histoires de vie des personnes. Maintenant, il y a aussi le questionnement autour du danger. À quel moment on estime qu'une personne qui est violente, qui s'alcoolise, va se mettre en danger et mettre l'autre personne en danger. Et je m'interroge aussi sur les limites de la médiation de couple dans ces contextes-là. Je ne sais pas si vous avez... Je vais illustrer un exemple très concret que j'ai rencontré il y a à peu près 2 ans de cela. Donc, madame estimait que son mari consommait de l'alcool et qu'elle a résisté pendant des années où elle recevait des coups. Et à un moment donné, elle est venue en médiation nous parler de tout sauf des coups qu'elle recevait. Sauf des coups. Et au bout de du troisième entretien, on s'est rendu compte qu'on tournait en rond. Et au bout d'1 heure, j'ai demandé à madame, qu'est-ce qui vous a réellement envoyé en médiation? Elle m'a dit, je veux me séparer. Là, monsieur se levait. Comment ça, tu veux te séparer de moi? Et c'est là que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait autre chose. Là, à ce moment-là, monsieur a levé la main. Donc, j'ai reposé la question à madame, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Là, la médiation a atteint sa limite. Donc, moi, de ma part, j'ai orienté vers la juriste, qui l'a accompagnée disons, pour qu'elle puisse aller porter plainte vers les autorités judiciaires, qu'elle puisse porter plainte. Et à travers, disons, cette plainte, elle a réussi à demander la pension alimentaire, à faire une demande d'ordonnance d'éloignement, et beaucoup de choses se sont suivies derrière. Mais il faut que la personne ose parler, il faut que la parole soit posée. Et l'année dernière, j'ai fait aussi un accompagnement, une intervention au SCJE, où il y avait des parents qui avaient été condamnés, soit sur leurs enfants, mais aussi sur leurs conjoints. Et monsieur me disait, ça fait 5 ans que ma femme me tape. Elle m'a donné un coup de trop. Et durant 5 ans, j'ai dénoncé le fait qu'elle me tapait auprès des autorités. Je n'ai jamais été entendue. Elle, une fois, elle m'a tapé, elle a interpellé les autorités. J'ai été traitée comme un criminel. Près de 5 gendarmes sont venus m'arrêter comme si je l'avais tuée. Donc, c'est pour se dire que, comme vous l'avez si bien dit, la parole de l'homme n'est pas entendue. Est-ce que c'est une question de force ou bien de société ou de culture, où on se dit tout le temps que quand la femme tape, elle fait moins mal, on ne sait jamais. Mais effectivement, cette question-là mérite d'être posée et à un moment donné d'être mise, disons, en lumière. Merci Cassim, merci à tous les 3, bravo pour cette expérience et bravo surtout de souligner l'ensemble de ces problématiques ô combien stigmatisées, parce qu'entre la question de la consommation chez les femmes, la question de la violence et in fine la place aussi de la démarche de l'entourage, de lever le silence, de lever le tabou, je trouve qu'en peu d'éléments, vous avez abordé et vous nous permettez de toucher du doigt toutes les difficultés qu'il peut y avoir à oser franchir la porte d'un dispositif, à oser téléphoner. Alors Cassim, tu disais que vous aviez pas mal d'appels de l'entourage. Bien évidemment qu'en addictologie, la plupart du temps, l'entourage a joué un rôle dans la démarche de soins, a incité ou a même été le premier, voire parfois le frein, parce que trop culpabilisateur de cet usage et de ces problématiques. Donc c'est souvent très compliqué pour l'entourage et malheureusement, nos dispositifs ont longtemps été teintés d'une impossibilité à accompagner cet entourage. On a longtemps laissé à la porte ses proches. Les parents, bien évidemment, comme dans beaucoup de disciplines, ont été condamnés parce qu'ils étaient de mauvais parents, sans doute, et avaient influencé l'usage. Mais les couples aussi. Et on sait ô combien encore, et on vient juste d'obtenir un financement sur l'accompagnement de l'entourage, et à quel point c'est un enjeu majeur de pouvoir continuer à accompagner ses proches, de leur laisser de la place dans nos centres de soins, et de leur permettre d'avoir une place spécifique, même si parfois c'est dur pour eux aussi de comprendre que
les accompagner eux, c'est aussi avoir une action indirecte, même si l'usager ne veut pas venir. Et tu as raison, Cassim, de souligner cette importance de l'adhésion à pouvoir venir être accompagné. Mais il n'en reste que déjà d'accompagner un proche, c'est une action en soi, et ça va avoir une influence et un effet dans le système familial ou le système conjugal. Donc bravo, parce que vous nous avez permis de toucher du doigt tous ces sujets-là. Une question ici. Oui, donc je voulais juste dire vraiment merci pour ce renversement, parce que du coup, je pensais vraiment que c'était une blague, comme on parle souvent de l'alcoolisme des hommes et très peu de l'alcoolisme des femmes, on l'a évoqué en aparté ce matin, et là, vous l'affichez, et je vous en remercie, et rappelez aussi que dans les situations de suicide, 80% des personnes qui se suicident, ce sont des hommes, et comme on a souvent plus l'habitude en tout cas de porter secours, de s'interroger sur la problématique des femmes, on oublie que les hommes sont des êtres humains comme les femmes et qu'ils ont les mêmes difficultés, voire plus, à demander de l'aide. Et nous, en Martinique, on a créé une association qui s'appelle Machoquette. Ça ressemble un peu au machisme, mais c'est une association qui permet aux hommes, effectivement, de venir se confier sur les violences qu'ils subissent de la part de leur conjointe, de leur mère, des fois aussi, ça on n'en parle pas. Et ça, c'est important pour remettre un petit peu d'égalité et d'authenticité dans les actes. Et pour ça, je voulais vous remercier vraiment de ce théâtre forum. Je ne sais pas si c'est du théâtre forum, mais de cette possibilité, en tout cas, de voir toutes les facettes des problématiques addictives. Non, on va prendre les questions. Je veux juste faire une annonce qui n'est pas des plus plaisantes. On a pris pas mal de retard. En fin d'après-midi, on a des intervenants qui sont loin, en Martinique notamment, hein, en fin d'après-midi. Donc, s'il y a des interventions, on les prend bien évidemment. Par contre, on va essayer de respecter le timing après. Ça veut dire qu'on va manger assez rapidement, ou en tout cas qu'on devra, je me tourne vers Naïra, écouter Ric-Rac. Du coup, je commence. Je voulais vous remercier pour votre intervention parce que c'était vraiment super. Et puis, ça nous réveille aussi et nous met un peu de dynamisme avant le repas. Moi, j'avais une question par rapport aux violences et sans nier le fait qu'il y ait des violences qui puissent être exercées sur les hommes. Et c'est important d'en parler. C'est vrai qu'elles sont extrêmement minoritaires et que l'on explique les violences faites aux femmes par les rapports de domination dans un système patriarcal. Et je voulais savoir, vous, qui, dans votre quotidien, avez des exemples de femmes violentes par rapport à des hommes, comment vous l'analysez, comment vous l'expliquez? Est-ce que ça ne pourrait pas être une réaction justement par rapport à ce rapport de domination et de patriarcat? Vous l'avez dit, quand le monsieur appelle la police, on peut lui dire tu dois gérer ta femme. Donc là aussi, ça montre un peu quel rôle est attendu de la part de chacun, et ça met l'homme dans une situation encore plus stigmatisante parce qu'il ne sait pas faire ce que la société attend de lui. Donc voilà, c'est juste pour savoir comment vous analysez ces cas qui sont minoritaires mais qui néanmoins existent, et est-ce que comment les femmes en fait verbalisent, ou qu'est-ce que vous faites de cette violence-là dans ce système où on sait que quand même nous les femmes on est plus souvent les dominées que les dominantes. Dans mon cas d'intervention, dès lors que j'observe qu'il y a de la violence, je dois, moi de mon côté, arrêter la médiation. Maintenant, je vais orienter vers soit le psychologue ou la conseillère conjugale, ou bien vers la juriste. À partir de là, il y aura un autre suivi. Effectivement, nous n'avons jamais, abordé les raisons ou les causes qui font que ces violences existent. J'ai déjà rencontré une situation où la dame, quand je vous dis vraiment toute petite de taille, mais vraiment, et monsieur très costaud, et madame arrivait à le menacer, mais c'était vraiment effrayant.
Madame me disait, lui, je le cogne. Mais elle tremblait quand elle disait ça. Et monsieur avait vraiment, ça se lisait sur son visage, la peur envers sa femme. Et là, monsieur m'a dit, j'ai osé venir ici, mais je ne peux pas aller ailleurs, j'ai honte. Pour lui porter plainte, c'est une honte. Et je n'ai jamais réussi à le convaincre d'aller porter plainte. Pour lui, c'est une honte. Il n'a pas osé aller au-delà. Puisqu'il estimait que l'espace de médiation était le lieu, puisqu'on lui a effectivement parlé de la confidentialité des entretiens, de notre impartialité, de notre neutralité. Donc au-delà, pour lui, ce n'était pas possible. Là, il perd du jugement. Merci. Merci pour votre intervention. Merci à toutes et tous pour votre attention. Et je vous propose de clôturer la matinée. Non, il y avait une autre question. Pardon. Non, je n'avais pas vu, pardon. Bon, ok. Donc, je vous propose d'aller déjeuner.